Bienvenue à nouveau. Nous recevons aujourd'hui le professeur John Mearsheimer pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde avec cette nouvelle rivalité entre grandes puissances et aussi comment l'issue de la guerre en Ukraine influencera cette nouvelle guerre froide. Merci d'être avec nous. J'aimerais commencer par une grande question. Sommes-nous entrés dans une nouvelle guerre froide? Et si oui, qui en sont les acteurs? Quels sont les intérêts en jeu? Et quelles sont les règles de cette nouvelle guerre froide? Eh bien, je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide. Je pense que nous vivons dans un système multipolaire et que les États-Unis, la Chine et la Russie sont les trois grandes puissances. Les États-Unis sont certainement en guerre froide avec la Chine. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire exactement par là? Je pense que, puisque la Chine est si puissante et menace de dominer l'Asie de l'Est, et que les États-Unis feront presque certainement tout leur possible pour empêcher cela, il existe automatiquement une intense compétition sécuritaire avec la Chine. Et je pense que nous en avons vu des preuves au cours des dernières années. Pour moi, une compétition sécuritaire intense est une guerre froide. Et je fais la distinction entre une guerre froide et une guerre chaude. Une guerre chaude, c'est lorsque deux pays, comme les États-Unis et la Chine, en viennent réellement à se battre l'un contre l'autre. Et bien sûr, c'est ce que nous voulons éviter. Mais le fait est que nous sommes dans une guerre froide avec les Chinois, ou que les Chinois sont dans une guerre froide avec nous. C'est une compétition sécuritaire intense, et l'enjeu est de s'assurer que cette compétition sécuritaire ou cette guerre froide ne se transforme pas en guerre chaude. Cela soulève maintenant la question, qu'en est-il de la Russie? Eh bien, il est assez clair que depuis que nous sommes passés à la multipolarité, les Russes et les Chinois sont devenus des alliés proches contre les États-Unis. Et cela résulte en grande partie de la guerre en Ukraine, qui a poussé les Russes dans les bras des Chinois et conduit les Chinois et les Russes à entretenir des relations très étroites. Ainsi, les États-Unis, notamment sous l'administration Biden, étaient engagés dans une guerre froide avec les Russes ainsi qu'avec les Chinois. À présent, ce qui s'est passé avec le président Trump, c'est qu'il a essayé de modifier cette situation. Il ne souhaite pas entretenir une compétition sécuritaire intense avec la Russie. En réalité, ce que l'administration Trump voudrait faire, c'est établir de bonnes relations avec la Russie et en faire une alliance ou une coalition russo-américaine contre la Chine. Je pense que c'est l'objectif fondamental du président Trump, mais il n'a pas réussi à le concrétiser. Et le résultat final est que les États-Unis se trouvent encore en substance dans une guerre froide, à la fois avec la Russie et avec la Chine. Et dans les deux cas, nous voulons nous assurer, comme je l'ai déjà dit, que ces guerres froides ne se transforment pas en guerre chaude. Et d'ailleurs, si l'on regarde ce qui s'est passé en Ukraine ces dernières années, s'il y a bien un endroit où une guerre froide pourrait devenir une guerre chaude, c'est en Ukraine. Jusqu'à présent, l'Ukraine, ou l'Europe, ou encore la relation entre les États-Unis et la Russie, a en réalité été plus dangereuse que la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Nous n'avons connu aucune crise majeure en Asie de l'Est impliquant les États-Unis et la Chine, donc cette guerre froide est restée très froide, ce qui est une bonne chose. Mais la guerre en Ukraine, et certains des événements qui s'y sont produits, m'inquiètent profondément. La guerre froide qui s'y joue pourrait bien se transformer en guerre chaude. Je suppose que l'espoir et l'attente de nombreux dirigeants européens était que les États-Unis et les Européens s'unissent dans cette nouvelle guerre froide. Ainsi, l'hégémonie libérale est terminée. Ils pensaient que nous allions désormais nous replier sur nous-mêmes.
Enfin, revenons un peu en arrière et retrouver le type d'unité complète que nous avions pendant la Première Guerre froide, c'est-à-dire une unité dans l'opposition à la Russie en tant qu'ennemi commun. Eh bien, c'était aussi l'hypothèse de l'OTAN, que l'Ukraine nous unirait. Mais au lieu de cela, il semble maintenant qu'elle nous divise. Comment expliquer cela? Qu'est-ce que les Européens ne comprennent pas? Est-ce que les États-Unis ne perçoivent pas la Russie comme une menace du même ordre que les Européens? Est-ce la crainte de pousser la Russie vers la Chine? L'Europe est-elle un partenaire trop coûteux, plutôt qu'un amplificateur de puissance? Ou s'agit-il simplement d'une politique ou d'une approche propre à Trump en matière de sécurité internationale? Prenons simplement les États-Unis. D'un point de vue américain, il est tout à fait logique d'entretenir de bonnes relations avec la Russie. La Chine est le concurrent de même rang. Si l'on classe ces trois grandes puissances de la plus forte à la moins forte, il ne fait aucun doute que les États-Unis restent l'État le plus puissant de la planète. Mais les Chinois arrivent juste derrière, et beaucoup affirment qu'ils comblent rapidement l'écart. Nous avons donc, du point de vue américain, une situation où il existe un concurrent de même rang dans le système. Et ce concurrent a le potentiel, et j'insiste sur le mot potentiel, de dominer l'Asie de l'Est, ce que les États-Unis ne veulent absolument pas voir se produire. Nous avons donc un intérêt particulier à concentrer notre attention sur l'Asie de l'Est plutôt que sur l'Europe, car la Russie est la plus faible des trois grandes puissances et elle ne constitue pas une menace capable de dominer l'Europe. Dans la mesure où la Russie représente une menace en Europe, et encore une fois, je ne pense pas que ce soit une très grande menace, nous estimons, et c'est certainement aussi l'avis du président Trump, que les Européens peuvent faire face à cette menace. Cela devrait nous libérer pour nous tourner plus pleinement vers l'Asie, afin de gérer ce concurrent de même rang qu'est la Chine. Nous avons donc une puissante incitation structurelle, et quand je parle d'incitation structurelle, je fais référence à ce que l'équilibre des puissances nous dicte de faire. Nous avons une puissance structurelle Asie de l'Est, et elle essaie de s'occuper de qui Voici donc notre structure d'incitation, et ce n'est pas celle de l'Europe. L'Europe se trouve dans une situation très différente. L'Europe, parce que les Russes sont juste à côté, doit penser avant tout à la Russie. Or, selon moi, la Russie ne représentait pas une menace pour l'Europe. Mais les Européens et bien sûr les Américains ont imprudemment poursuivi l'expansion de l'OTAN jusqu'en Ukraine, ce qui a conduit à cette guerre désastreuse. Et pour diverses raisons que vous connaissez bien, Glenn Diesen, les Européens se sont retrouvés dans une situation où ils ont fini par considérer la Russie comme une menace mortelle. Ils sont donc profondément déterminés à utiliser l'Ukraine comme un bélier pour affaiblir la Russie, car ils perçoivent cette menace russe à chaque tournant. Et que vous ou moi trouvions cela insensé ou non, importe peu, car c'est bien ainsi qu'ils raisonnent. Les Européens ont une vision très différente de la soi-disant menace russe par rapport aux Américains. Et comme je l'ai dit, si l'on y regarde de plus près, les Américains ont même intérêt à s'allier avec les Russes contre les Chinois. C'est une idée insupportable pour les Européens. Ils ne veulent pas en entendre parler. Et là où ce désaccord entre les États-Unis et l'Europe, ce différend transatlantique, se manifeste le plus clairement, c'est à propos de l'Ukraine. Car ce qui se passe concernant l'Ukraine, c'est que les Américains essayent de transférer le fardeau de la gestion de l'Ukraine et de la guerre en Ukraine sur les épaules des Européens. Les Européens, quant à eux, s'efforcent désespérément de maintenir les Américains impliqués dans le conflit et de préserver la relation transatlantique vivante et solide. Mais c'est très difficile à faire lorsqu'on a affaire à Donald Trump.
Mais est-ce encore un incitatif pour les Européens? Parce que si l'on remonte aux années 1990, je peux comprendre l'argument en faveur d'une nouvelle division du continent et, en somme, de la recréation de la logique de la guerre froide. Oui, cela ferait de la Russie un ennemi, mais cela ramènerait les États-Unis en Europe comme principal pacificateur. Et, en fin de compte, on maintiendrait essentiellement la même structure que celle que nous avions pendant toute la guerre froide. Ainsi, l'Occident politique maintient aussi l'unité de l'Europe. Cependant, maintenant que les États-Unis ont clairement indiqué leur volonté de se retirer, cette division persistante de l'Europe ne risque-t-elle pas de créer encore plus de problèmes? Aussi, parce que nous ne pouvons pas gérer la Russie seuls. Nous misons tout sur les États-Unis, et les États-Unis ne veulent même pas être là. Nous créons des dépendances excessives. Ne serait-il pas logique que les Européens modifient leur position vis-à-vis de la Russie? Ou bien quelle est la véritable menace que représente la Russie? Je sais qu'elle dispose de grandes capacités, mais cette idée, selon laquelle il serait un empire, qu'il voudrait reconstruire l'Union soviétique. Ce récit semble avoir émergé après 2014, mais il n'est pas apparu dans le vide. Puis en février 2022, c'est là, je suppose, qu'ils ont commencé à réagir violemment. Désolé. Réagir violemment, je crois que c'est le terme. Sorry, lashing out, I think is the term. Yeah. I mean, as you and I have said on Oui. numerous occasions, Je veux dire, comme toi et moi l'avons dit à de nombreuses reprises, il ne fait aucun doute que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN était vouée à provoquer de gros problèmes. Et bien sûr, en février 2014, une crise majeure a éclaté. Puis 8 ans plus tard, en février 2022, une guerre a éclaté, et cette guerre se poursuit encore aujourd'hui. En fait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a duré plus longtemps que la guerre entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment assez remarquable. Le résultat final, c'est que cela a empoisonné les relations entre la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre. Et rien n'indique que ces relations vont s'améliorer de sitôt. Il semble donc que nous allons connaître des relations empoisonnées entre la Russie et l'Europe pendant longtemps. C'est désastreux pour les Européens, principalement parce que la Russie ne représente tout simplement pas une menace sérieuse. Et je crois que si l'on observe le comportement de Poutine au fil du temps, il voulait établir une sorte de modus vivendi avec les Européens. Ce n'est pas un agresseur. Il n'est pas déterminé à créer une grande Russie, malgré le fait que beaucoup de gens en Occident avancent cet argument. Il voulait mener une existence plutôt paisible avec les Européens. Mais tout cela est désormais parti en fumée. C'est terminé. Nous nous retrouvons donc dans cette situation terrible où les Russes et les Européens sont des ennemis acharnés. Voilà le premier point. Mais le deuxième point, et c'est ce dont nous parlions il y a quelques minutes, c'est qu'au même moment où cette relation empoisonnée s'est développée, les Américains parlent de réduire considérablement, voire de retirer leur présence en Europe. Le président Trump, comme nous le savons bien, aimerait démolir l'OTAN s'il le pouvait. Il détruirait cette institution s'il le pouvait. Et c'est une autre façon de dire que les Américains menacent de quitter l'Europe, ce qui signifie que le pacificateur américain, qui a joué un rôle si important dans le maintien de la paix en Europe, disparaîtrait. Et les Européens, bien sûr, comprennent presque tous que ce ne serait pas une bonne chose, qu'il faut garder les Américains en Europe, car ils agissent comme une force pacificatrice. Ils maintiennent toutes ces forces centrifuges juste sous la surface en Europe. Et si les Américains partent, ces forces centrifuges remonteront à la surface. Vous aurez alors d'énormes problèmes d'action collective pour essayer de trouver des arrangements entre les pays européens afin de faire face à cette menace russe qu'ils ont tant contribué à créer. Vous obtenez donc le pire des deux mondes ici.
Les Européens semblent incapables de reconnaître cela ou de faire quoi que ce soit pour remédier à la situation. Ils sont tellement profondément engagés dans cette relation hostile avec la Russie et ils ont tant de mal à gérer le président Trump qu'il semble qu'il n'y ait aucune issue pour eux. L'avenir, par conséquent, s'annonce sombre pour l'Europe. Alors, comment cette guerre va-t-elle se terminer selon vous? Je veux dire, êtes-vous optimiste quant à la tenue de ces négociations? Parce que j'imagine que d'un côté, on voit la situation empirer du côté de l'OTAN et de l'Ukraine. Ce qui voudrait dire que si l'on est rationnel, on voudrait conclure un bon accord aujourd'hui, meilleur que celui qu'on pourrait obtenir demain. D'un autre côté, on a vu avant Noël que ce plan en 20 points proposé par les Américains, qu'ils essayaient de vendre aux Ukrainiens et aux Russes, était déjà très éloigné. Mais ensuite, les Européens sont intervenus, cherchant essentiellement à le tirer davantage du côté ukrainien, ce qui l'a rendu encore plus intenable pour la partie victorieuse, les Russes. Mais beaucoup de choses se passent en ce moment. Avez-vous un peu d'optimisme concernant ces négociations? Je n'ai aucun optimisme. Je pense qu'il n'y a absolument aucune raison de croire que ces négociations aboutiront à une véritable paix. Si l'on examine les exigences de la Russie, qui ont été clairement exposées à de nombreuses reprises, et que l'on reconnaît que plusieurs d'entre elles sont fondamentalement non négociables, et nous les connaissons bien, puis que l'on considère la position européenne et ukrainienne face à ces exigences, elles sont diamétralement opposées. Il n'y a aucun point de convergence. Les Européens et les Ukrainiens sont complètement en désaccord avec les demandes de la Russie. Je ne vois donc pas comment on pourrait même s'approcher d'un quelconque accord. Je ne pense pas qu'on puisse citer une seule des principales exigences de la Russie sur lesquelles les Européens auraient cédé. Les Européens et les Ukrainiens veulent toujours que l'Ukraine bénéficie d'une garantie de sécurité. Du point de vue russe, c'est inacceptable, car c'est simplement une autre manière d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. C'est une adhésion de facto à l'OTAN. Les Russes ne veulent pas que les États-Unis accordent à l'Ukraine une garantie de sécurité équivalente à l'article 5. Mais c'est ce que veulent les Ukrainiens. Et c'est aussi ce que veulent les Européens. En ce qui concerne le territoire, les Russes ont clairement indiqué, à de nombreuses reprises, qu'ils veulent l'ensemble du territoire des 4 oblasts qu'ils ont annexés. Autant que je puisse en juger, les Ukrainiens et les Européens ne sont même pas disposés à accorder aux Russes le contrôle total de ces 2 oblasts du Donbass, encore moins des 4 oblasts du territoire. Il n'y a tout simplement aucun signe d'un accord significatif. Et en ce qui concerne la taille de l'armée ukrainienne qui existerait dans le cadre d'un accord de paix, les 2 parties sont à des années-lumière l'une de l'autre. Les Européens et les Ukrainiens parlent d'une armée ukrainienne comptant entre 600 000 et 800 000 soldats. Lors des négociations d'Istanbul en 2022, les Russes insistaient pour une armée ukrainienne d'environ 85 000 soldats. Donc, lorsque l'on compare 85 000 à 600 000 ou 800 000, on voit bien que les 2 parties sont à des années-lumière l'une de l'autre. Y a-t-il eu le moindre mouvement, le moindre signe de compromis sur cette question? Non. Y a-t-il eu le moindre signe de compromis sur la question territoriale? Non, non. Y a-t-il eu le moindre signe de compromis sur la question d'une garantie de sécurité? Non. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on évoque un accord significatif? Tout cela, comme j'aime le dire, n'est qu'une immense danse de kabuki. Il n'y a tout simplement rien de concret. Et pourtant, pour aller un peu plus loin, les Ukrainiens et les Européens continuent de parler d'un cessez-le-feu. Parfois même,
les Américains en parlent. Les Russes, eux, ont été parfaitement clairs. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. En fait, lorsque Trump a rencontré Poutine à Anchorage l'été dernier, Trump est sorti de la réunion en disant que la question d'un cessez-le-feu était écartée, car Poutine lui avait clairement fait comprendre qu'il n'y en aurait pas, que cette guerre se réglerait d'une manière ou d'une autre sur le champ de bataille. Et Trump l'a dit, il l'a reconnu à l'époque. Mais avec le temps, il s'est remis à parler de temps en temps de cessez-le-feu, et les Européens et les Ukrainiens en parlent beaucoup plus souvent. Mais cela n'arrivera pas. Ce conflit sera réglé sur le champ de bataille. Il y aura finalement, je pense, un armistice, parce qu'un camp ou l'autre l'emportera. Et c'est juste une autre façon de dire que ce sera réglé sur le champ de bataille. Mais ça ne se réglera pas par des négociations diplomatiques à Abu Dhabi, à Istanbul ou à Moscou. Cela n'arrivera pas, du moins d'après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Oui, je trouve ça très étrange. Beaucoup de la rhétorique à ce sujet, surtout quand les Européens appellent à un compromis. Le compromis qu'ils auraient pu obtenir était plutôt bon en 2022, mais ils ont attendu 4 ans, une longue période, et ils s'attendent encore à ce que les parties se rencontrent d'une manière ou d'une autre, à mi-chemin, et parviennent à un accord. Plus encore, il semble qu'ils veulent que les Russes fassent les plus grandes concessions. Et le type de concession qu'ils demandent est essentiellement la raison pour laquelle les Russes sont entrés en Ukraine, pour empêcher l'OTAN de s'y implanter. Ainsi, dans un accord de paix après une victoire russe, il semble que les Européens veulent ce que les Russes sont allés en guerre pour empêcher, c'est-à-dire, oui, des troupes européennes ou de l'OTAN en Ukraine. Cela me déroute un peu. Pourtant, ce langage très normatif qu'ils utilisent, parce qu'ils affirment, eh bien, l'Ukraine ne peut pas faire la plus grande concession. Ce n'est pas juste, car la Russie est l'agresseur, l'Ukraine est la victime. Donc, ils ne veulent même pas parler de garantie de sécurité pour la Russie, comme s'il n'y avait aucune reconnaissance de la compétition sécuritaire. C'est simplement les gentils et les méchants, un agresseur et une victime. Et ainsi, les Russes semblent parler le langage du pouvoir. Nous avons gagné, nous dictons les conditions, tandis que les Européens parlent ce langage normatif du « ce n'est pas juste parce que vous êtes l'agresseur ». C'est très étrange à observer. C'est comme s'ils ne parlaient pas la même langue diplomatique. Désolé. Si je peux me permettre d'intervenir, Glenn, j'ai en fait une explication à cela. Je ne dis pas que c'est la bonne explication, mais c'est ainsi que je vois la question. Je pense que la grande majorité des membres de l'élite de la politique étrangère en Europe, et c'est vrai même aux États-Unis, car je considère Trump comme une sorte d'anomalie, croient que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne constitue pas une menace existentielle pour la Russie. Ils pensent que ce qui se passe ici, c'est que Poutine est un impérialiste cherchant à recréer une grande Russie. Oui, cela a des implications pour la sécurité, mais il y a une cause plus profonde en jeu. C'est ce gène impérial qu'ils pensent que tous les dirigeants russes ou soviétiques possèdent, et Poutine serait particulièrement agressif. Selon eux, cela n'a rien à voir avec l'expansion de l'OTAN. And this is nothing to do with NATO expansion. How could anybody possibly believe that a benign alliance... Comment quelqu'un pourrait-il croire qu'une alliance bienveillante comme l'OTAN, et encore une fois, c'est là qu'on retrouve cette rhétorique selon laquelle nous serions les gentils dont tu parlais à l'instant. Comment une alliance bienveillante comme l'OTAN pourrait-elle être perçue par un dirigeant russe comme une menace mortelle? C'est notre vision du monde ici, en Occident. Bien sûr, il y a des gens comme toi et moi, et quelques autres, qui ne partagent pas cet argument, mais nous sommes minoritaires. Du côté russe, ils ont clairement indiqué au fil des années que l'Ukraine dans l'OTAN représente une menace existentielle.
c'est de leur point de vue une menace existentielle. Et une fois que l'on comprend qu'ils perçoivent ce qui se passe en Ukraine comme une menace pour leur survie, que cela nous plaise ou non en Occident, les preuves abondent. Laisse-moi changer de rhétorique. Il existe une abondance de preuves montrant qu'ils perçoivent ce qui se passe en Ukraine, et en particulier le soutien des Européens et des Américains aux Ukrainiens, comme une menace mortelle et existentielle. C'est pourquoi ils refusent de faire la moindre concession significative. En fait, comme tu le sais bien, Glenn, la situation de leur point de vue leur donne de fortes incitations à prendre encore plus de territoires qu'ils n'en ont déjà pris, à annexer davantage d'oblasts, à aller encore plus loin pour dévaster l'Ukraine, pour en faire véritablement un État croupion dysfonctionnel, pour empoisonner les relations au sein de l'Europe et pour empoisonner les relations transatlantiques entre les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre. Encore une fois que l'on comprend que les Russes ne voient pas cela comme un cas d'impérialisme, mais comme une menace existentielle, les choses prennent une toute autre tournure. Mais nous refusons, nous, en Occident, et bien sûr cela ne nous inclut pas, je tiens à le préciser, mais les gens en Occident, les personnes issues des milieux de la politique étrangère dans les pays européens et aux États-Unis, refusent pour la plupart d'accepter que la Russie ait un point de vue légitime, que les Russes perçoivent réellement les choses de cette manière. Et cela, je pense, explique pourquoi les deux camps sont si éloignés. De plus, cela éclaire le fait que les Occidentaux sont si déconcertés que les Russes ne fassent aucune concession. Ils devraient en faire, pensons-nous. Mais ce n'est pas l'image que nous avons en tête de la façon dont les Russes réfléchissent est tout simplement erronée. C'est intéressant. Pourtant, cette réticence à admettre que les Russes considèrent réellement l'OTAN comme une menace existentielle. Parce que, eh bien, il y a un fond de vérité dans la vision russe. Je trouve souvent, selon laquelle, si l'on essaie de construire une Europe sans la Russie, cela deviendra inévitablement une Europe contre la Russie. Comment peut-on imaginer une Europe dont le plus grand pays ne ferait pas partie? Ce serait comme créer une architecture de sécurité dans les Amériques dirigée par la Chine, où les États-Unis seraient les seuls à ne pas être autorisés à participer. Cela serait inévitablement perçu comme dirigé contre les États-Unis. Il est très difficile de comprendre pourquoi cela n'est pas reconnu, surtout si l'on considère la présomption de nos intentions bienveillantes après l'Afghanistan, l'Irak, la Yougoslavie, la Libye, la Syrie, l'Iran, Gaza et les 12 dernières années en Ukraine. On devrait comprendre qu'il ne s'agit peut-être pas simplement d'un groupe de démocratie diffusant des valeurs. Mais vous avez mentionné cette idée de... Glenn, puis-je simplement intervenir et dire un mot ou deux à ce sujet? Parce que j'ai réfléchi à cette question. Tout d'abord, je pense qu'il est important de comprendre que la décision d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN a été prise en avril 2008. C'était pendant le moment unipolaire, à son apogée. Nous nous considérions comme les gentils, l'hégémon bienveillant. Et les Européens ont adhéré à cette rhétorique à l'époque. Nous pensions que l'élargissement de l'OTAN ne pouvait en aucun cas être perçu comme une menace par les Russes, d'une manière significative, parce que, encore une fois, nous étions les gentils. Les États-Unis étaient un hégémon bienveillant, et les Européens nous suivaient, se comportant eux aussi de manière bienveillante. On pourrait dire que c'était une erreur, mais c'est ainsi que nous le percevions. Puis la crise éclate en 2014, et bien sûr, la guerre éclate en 2022. Mais dès que la crise commence en 2014 et que les problèmes deviennent vraiment graves, la question se pose, qui est responsable? Et cette question demeure aujourd'hui encore. Qui est responsable de ce désastre?
Eh bien, si vous pensez que l'expansion de l'OTAN est en grande partie responsable de cette guerre, de ce désastre, de cet incroyable désastre, alors vous dites que l'Occident en est responsable. Then you're saying the West is responsible. If you say that Russia was driven by Si vous affirmez que la Russie a été guidée par des ambitions impérialistes, que Poutine est un impérialiste russe classique qu'il fallait arrêter, alors c'est Poutine qu'il faut blâmer. Ainsi, nous, en Occident, avons tout intérêt à soutenir l'idée que Poutine était un impérialiste et que ce sont ses ambitions impériales qui ont provoqué la guerre, car nous voulons lui en attribuer la responsabilité. Nous voulons le rendre responsable de cette guerre. Si vous empruntez la voie que nous avons suivie, vous et moi, et que vous soutenez que l'expansion de l'OTAN est principalement responsable de ce désastre, vous dites en réalité que l'Occident en porte la responsabilité. Et pour les dirigeants occidentaux, c'est un argument catégoriquement inacceptable. Mais où allons-nous à partir de là alors? Parce qu'il y a eu beaucoup de pression sur le Kremlin, enfin sur Poutine, pour qu'il change un peu de tactique. Je veux dire, ce n'est pas nouveau. Je me souviens qu'après 2014, quand il a essayé de se réconcilier avec les Européens, il y avait beaucoup de faucons au Kremlin qui soutenaient que s'il n'agissait pas de manière plus affirmée, l'OTAN interpréterait les efforts de la Russie pour se rapprocher de l'OTAN comme un signe de faiblesse. Alors il disait, eh bien, pourquoi négocier? Nous devrions nous préparer à la guerre, en somme. Mais cela a continué jusqu'à aujourd'hui, en 2026, quand on se demande, pourquoi ne pas enlever les gants et mettre fin à cette guerre? Penses-tu que cela va arriver? Penses-tu que la Russie va changer de cap prochainement? Parce que j'observe une certaine escalade ces derniers temps. Non seulement les efforts pour détruire les réseaux électriques et plonger les villes dans le noir, mais aussi cette quasi-blocus d'Odessa, les attaques contre les navires entrant et sortant des ports, les ponts. Il semble que nous soyons peut-être en train d'entrer dans une nouvelle phase de la guerre. Ou vois-tu les choses autrement? Eh bien, je pense que les Russes croient que les Ukrainiens sont à bout de souffle et qu'il y a de fortes chances qu'au cours de cette année 2026, l'Ukraine s'effondre, que les Russes remportent la victoire sur le champ de bataille. Et ils peuvent le faire de manière conventionnelle, bien sûr. Il est difficile de dire si cela se produira. C'est assez remarquable de voir à quel point les Ukrainiens ont fait preuve de ténacité sur le champ de bataille. Je pensais qu'à la fin de 2025, la guerre serait terminée, qu'il y aurait eu un armistice. Je ne pensais pas que les Ukrainiens tiendraient encore. Ils tiennent bon. Je pense qu'ils ne tiennent qu'à un fil, mais ils tiennent bon et ils continuent de recevoir du soutien, surtout de la part des Européens, mais aussi des Américains. Il est donc possible qu'à la fin de 2026, ils soient encore dans la lutte. C'est possible. Et je pense qu'au fil de l'année à venir, à mesure que les événements se dérouleront, on verra les Russes hausser les enchères sur le plan conventionnel. Je pense qu'ils engageront davantage de forces dans le combat. Ils disposent de grandes armées de réserve qu'ils n'ont pas encore mobilisées, et je pense qu'ils le feront. Et je pense qu'ils essaieront d'en finir avec les Ukrainiens en 2026. Si cela ne se produit pas, je pense qu'il y aura de puissantes raisons pour les Russes d'intensifier encore la situation et même d'envisager l'usage d'armes nucléaires. Si vous regardez Sergei Karaganov, que je considère comme un stratège russe appartenant au courant dominant et présent sur la scène depuis longtemps, il connaît tous les arguments relatifs à la sécurité, à la théorie des relations internationales, à la dissuasion et ainsi de suite. Quand on l'écoute parler, il dit en substance que le moment est venu pour les Russes d'utiliser des armes nucléaires afin de mettre fin à cette guerre.
Mais je pense que si l'Occident croit pouvoir maintenir les Russes dans une guerre d'usure et les empêcher de la gagner pendant encore quelques années, il se trompe. Les Russes feront quelque chose pour mettre fin à la guerre. Et cette chose, selon moi, pourrait très bien être l'emploi d'armes nucléaires. Encore une fois, il faut se rappeler ce que j'ai dit plus tôt lorsque j'ai décrit cette guerre comme une menace existentielle du point de vue de la Russie. Les Russes considèrent ce qui se passe comme une menace mortelle, premièrement. Et deuxièmement, s'ils en viennent à penser qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre et qu'en réalité ils souffrent énormément parce que la guerre ne se termine pas, ils se retrouveront dans une situation désespérée. Et lorsque des grandes puissances dotées d'armes nucléaires se trouvent dans une telle situation, il faut vraiment s'inquiéter de ce qu'elles pourraient faire. C'est pourquoi je pense qu'il est très important que tout le monde espère que les Russes remportent cette guerre au niveau conventionnel assez rapidement, dans la première partie de 2026. Les Russes n'ont aucun intérêt à monter davantage sur l'échelle de l'escalade. Une autre raison pour laquelle ils pourraient vouloir en finir plus tôt est la logique qui émane de certaines capitales européennes, selon laquelle nous devons maintenir les Ukrainiens dans le combat un peu plus longtemps, afin de pouvoir nous préparer. Je veux dire, s'il est possible que les Européens se préparent à éventuellement entrer en guerre à un stade ultérieur, il vaudrait alors bien mieux mettre fin à la guerre maintenant, avant qu'elle n'ait la possibilité de s'étendre en un conflit pan-européen plus large. Puis-je te poser une question, Glenn? Quel est ton sentiment quant à la pression exercée sur Poutine pour qu'il hausse les enchères, qu'il intensifie le conflit et qu'il mette fin à cette guerre? Penses-tu qu'il subit une pression énorme pour le faire? Et si oui, comment vois-tu la suite des événements? Eh bien, je pense qu'il subit une forte pression pour ne pas accepter un accord faible venant de Washington, car ils ont eux aussi payé un lourd tribut. Cela fait 4 ans de guerre. Ils ont tout perdu, des dizaines de milliers d'hommes. Et l'idée, je crois, c'est que s'ils acceptaient un accord qui permettrait à l'Occident de relancer à l'avenir la ligne de front ukrainienne et qu'ils devaient tout recommencer, ce serait totalement inacceptable. Donc il y en a beaucoup, je suppose, qui se demandent pourquoi il n'a pas déjà mis fin à tout cela par des moyens plus énergiques. Je veux dire, il ne s'agit pas seulement des Russes. J'ai parlé à de nombreux ambassadeurs étrangers en Russie, pas les Européens, mais d'autres, qui ont également exprimé leurs inquiétudes quant au fait qu'il n'ait pas encore adopté une approche beaucoup plus ferme. Et non, je ne sais pas. Poutine ne me souffle rien à l'oreille. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais je pense à un certain niveau qu'il se prépare aussi à la possibilité que si l'Ukraine tombe, quand elle tombera, cela provoque une immense détresse en Occident, surtout en Europe. Et cela pourrait mener à des comportements imprudents, voire à une entrée en guerre. Et si cela se produit, il vaut mieux que la Russie soit prête. Donc, après avoir accumulé suffisamment d'armements, au moins assez de missiles Oreshnik, capables de frapper des infrastructures critiques en Europe, si c'est la direction que prennent les Européens, très bien. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr de la direction qu'ils comptent prendre. Je sais qu'une grande partie de la pression exercée auparavant par Poutine, il l'a rejetée. Vous avez mentionné Karaganov. Il venait à chaque réunion annuelle de Valdai et demandait plus ou moins à Poutine « Pourquoi ne changeons-nous pas la doctrine nucléaire ?» Et chaque année, Poutine répondait « Ce n'est pas le moment pour cela. Nous devons la conserver. » Et puis bien sûr, à la fin, il a écouté Karaganov et maintenant, ils ont modifié la doctrine nucléaire. Et vous savez, beaucoup de gens pensent que tout cela relève du théâtre politique.
Mais vous savez, quand je travaillais comme professeur à Moscou, je travaillais en fait dans le département dirigé par Karaganov, car il était axé sur la Grande Eurasie, le pivot de la Russie vers l'Est. Ils étudiaient, oui, la combinaison technologique, la manière dont la Russie pouvait coopérer avec la Chine. Et vous savez, je lui ai parlé à de nombreuses reprises, et il est assez convaincu que l'article 5 de l'OTAN ne serait pas appliqué de la manière dont beaucoup de gens l'imaginent. Si vous lisez le texte attentivement, je ne pense pas que ce soit du théâtre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à Moscou qui veulent vraiment que la situation s'envenime sérieusement. Mais je ne suis pas sûr de la manière dont Poutine est influencé par cela, cependant. Et si vous ne recourez pas à l'arme nucléaire, d'accord, que pensez-vous que les Russes puissent faire au niveau conventionnel pour remporter une victoire rapide ce printemps ou cet été? En d'autres termes, adhérez-vous à l'idée qu'ils disposent de grandes armées de réserve, qu'ils peuvent mobiliser, qu'ils peuvent modifier leur stratégie, percer les lignes de front et faire s'effondrer les défenses ukrainiennes? Autrement dit, selon vous, quelles sont les options dont disposent les Russes au niveau non nucléaire pour gagner ou mettre fin à cette guerre? Eh bien, c'est une guerre d'usure. Une fois que l'armée adverse est affaiblie et que vous avez des occasions de percer la ligne de front, d'autres opportunités s'ouvrent. Vous pouvez perturber une grande partie des communications et de la logistique, et il devient plus possible d'encercler de grands groupements de troupes. Je pense que c'est la direction qu'ils prennent, car maintenant que l'armée ukrainienne s'affaiblit, elle souffre d'une grave pénurie de main-d'œuvre. À ce stade, les Russes semblent ouvrir de nouveaux fronts, notamment à Kharkiv et à Soumy. J'en déduis donc qu'au moment où l'Ukraine semble sur le point de céder, ce sera le moment d'ouvrir une ligne de front plus large. Et il y a aussi eu des rapports confirmés par les médias occidentaux, selon lesquels une grande partie du nouveau matériel militaire en cours de développement, véhicules blindés et tout le reste, ne serait en réalité pas envoyé au front. Il s'accumule à l'arrière. Donc, encore une fois, il est difficile de savoir, dans le brouillard de la guerre, ce qui est réel ou non, mais mon impression est qu'il constitue une grande force à l'arrière. Reste à savoir si cela vise à tirer parti d'une percée massive en Ukraine, ou si cela nous concerne, c'est-à-dire si les Européens décident d'entrer en guerre. Pour moi, cela reste incertain. Oui, tout à fait. Juste une toute dernière question très brève, car le temps nous manque. Selon vous, si l'Ukraine et l'OTAN venaient à être vaincus dans cette guerre, de quelle manière l'Ukraine s'effondrerait-elle probablement? Serait-ce une défaite militaire, un effondrement économique, une fragmentation politique? Avez-vous un avis là-dessus? Eh bien, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, l'Ukraine sera vaincue sur le champ de bataille. Compte tenu de tous les problèmes auxquels les Ukrainiens sont confrontés et du fait que les Européens ne peuvent faire qu'un certain nombre de choses pour les aider, tandis que les Américains essayent de se désengager de la guerre en Ukraine, il est difficile de voir comment l'Ukraine pourrait tenir sur le long terme. Donc, je pense qu'ils perdront sur le champ de bataille. En même temps, leur économie est dans une situation désespérée. Et s'ils devaient perdre Odessa et encore plus de territoire que ce qu'ils ont déjà perdu, cela ne ferait qu'aggraver leurs difficultés. Je pense donc qu'économiquement, l'état résiduel issu de cette guerre sera un véritable désastre. Et puis sur le plan politique, j'imagine qu'il y aura d'énormes affrontements politiques à l'intérieur de l'Ukraine une fois la guerre terminée. Il y aura un grand jeu des reproches qui sera tenu pour responsable de la perte de cette guerre, et ce sera laid.
Donc je pense qu'économiquement et politiquement, la vie dans ce reste d'État ukrainien sera difficile. Et puis bien sûr, ils auront aussi perdu sur le champ de bataille. La question qu'il faut se poser est la suivante. À quoi ressembleront les relations entre l'Ukraine et la Russie à l'avenir? Et comme je l'ai déjà dit, je pense que les relations entre l'Europe et la Russie seront empoisonnées. Je pense qu'il ne fait aucun doute que les relations entre l'Ukraine et la Russie seront empoisonnées. Et je pense que les relations entre l'Ukraine et l'Europe seront très compliquées, car certains pays d'Europe, comme la Hongrie et la Slovaquie, ont une manière de penser l'Ukraine très différente de celle de pays comme la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Et même des pays comme la France et l'Allemagne, ou la France et le Royaume-Uni, seront en désaccord sur certaines questions clés concernant l'Ukraine. L'Ukraine fait donc face à un avenir sombre, et nous n'avons même pas encore abordé la question démographique. C'est un pays qui, en somme, est confronté à une spirale démographique mortelle. C'est tout simplement horrible ce qui se passe. Il y a un article dans le Wall Street Journal ce matin qui dit qu'il est temps pour l'Ukraine de commencer à mobiliser les plus jeunes, ceux de la fin de l'adolescence et du début de la vingtaine, qui ont été en grande partie exemptés de la conscription. Ce serait vraiment bien, n'est-ce pas, prendre tous ces jeunes et les jeter dans le hachoir à viande. Franchement, c'est insensé, non? Cela ne fera qu'aggraver la situation démographique, qui est déjà catastrophique. Donc, une fois cette guerre terminée, l'Ukraine sera dans un état terrible. Il n'y a aucun moyen qu'elle sorte de cette guerre victorieuse d'une manière ou d'une autre. Elle perd sur presque tous les plans. Excuse-moi, Glenn. Et c'est bien sûr pour cette raison que des personnes comme vous et moi soutenons depuis longtemps que cette guerre aurait dû être réglée depuis longtemps. C'est pourquoi les Ukrainiens n'auraient pas dû se retirer du processus de négociation à Istanbul au printemps 2022. Leur situation n'a cessé de se détériorer avec le temps. Et même s'ils parviennent à tenir encore un an ou deux, leur situation ne s'améliorera pas. C'est ce qu'il est très important de comprendre ici. Rester dans le combat n'a jamais été une stratégie intelligente de leur point de vue. Ils auraient dû y mettre fin depuis longtemps. En fin de compte, c'est tout simplement profondément déprimant. Et d'ailleurs, cela revient à mon point précédent, Glenn. La question de savoir qui est responsable de ce désastre va rapidement revenir sur le devant de la scène. Une fois que ce sera terminé, une fois la guerre finie, une fois les combats arrêtés, une fois qu'un certain type d'armistice sera trouvé, la question deviendra qui a provoqué cela. Et bien sûr, la grande majorité des gens en Occident, ou parmi les élites de la politique étrangère occidentale, soutiendront que ce sont les Russes qui en sont la cause, parce qu'ils étaient impérialistes. Mais toi et moi savons bien que c'est en grande partie le résultat de l'expansion de l'OTAN et que l'Occident porte la responsabilité principale de ce désastre absolu. Même dans le scénario irréaliste où l'Ukraine l'emporterait, le meilleur scénario possible, qui resterait pour profiter de la victoire avec cette spirale démographique descendante. C'est pour cela que je trouve cela très étrange. Et ce qui rend la situation encore plus triste, c'est le fait que Zelensky savait en quelque sorte quelles seraient les conséquences d'emprunter cette voie. Vous avez mentionné les négociations du début de l'année 2022. Nous nous souvenons qu'en mars 2022, il avait accordé une interview à The Economist, où il disait que de nombreux pays occidentaux ne voulaient pas qu'il conclue un accord, qu'il voulait une guerre longue, c'est l'expression qu'il a utilisée, guerre longue avec la Russie, parce que cela pouvait affaiblir les Russes, même si cela signifiait la destruction de l'Ukraine. Donc, c'est une telle tragédie
que nous ayons suivi cette voie au cours des 4 dernières années. Je pense que la guerre se terminera à Odessa, comme vous l'aviez suggéré auparavant. Ce serait la meilleure victoire pour les Russes, à mon avis. Car s'ils parviennent à priver l'Ukraine d'accès à la mer, elle ne serait pas seulement affaiblie et cesserait d'être une menace ou une ligne de front future. Mais elle perdrait aussi sa valeur stratégique pour l'OTAN en tant qu'instrument visant à repousser la Russie hors de la mer Noire. Et même les politiques que l'on observe, l'idée de dérussifier l'Ukraine, impliquerait de dérussifier Odessa, une ville historiquement russe, ce qui serait impossible à accepter pour les Russes sans réagir. Il me semble donc que c'est là que la guerre se terminerait, avec les Russes entrant essentiellement dans Odessa. Glenn, just one more point that came to Glenn, juste un autre point qui m'est venu à l'esprit quand tu parlais de Zelensky en 2022. Avant que la guerre n'éclate, c'était le 24 février 2022, le jour où la guerre a commencé. Comme tu t'en souviens, en décembre, janvier et au début de février, les Américains ne cessaient de dire « La guerre arrive, la guerre arrive ». Ils le répétaient sans arrêt. Et Zelensky disait « Arrêtez de dire ça, vous allez provoquer la guerre ». Zelensky n'était pas intéressé par une guerre avec la Russie. Et puis, bien sûr, une fois la guerre déclenchée, il est prêt à aller à Istanbul ou à y envoyer ses négociateurs. Il est disposé à trouver un accord avec les Russes. Mais ensuite, il commet une erreur fatale. Il se range du côté des Américains et des Britanniques, se retire des négociations d'Istanbul et s'engage dans une longue guerre qu'il pense pouvoir gagner. Il adhère à la rhétorique occidentale selon laquelle les succès initiaux de l'Ukraine sur le champ de bataille, et souvenez-vous, ils s'en sont plutôt bien sortis une fois la guerre commencée, combinés aux sanctions économiques et au soutien militaire de l'Occident, viendraient à bout des Russes. Et puis, au cours de l'année 2022, les Ukrainiens s'en sortent à nouveau assez bien sur le champ de bataille. Et à la fin de 2022, ils pensent qu'ils sont en excellente position. Et puis on se souvient de l'offensive de juin 2023, qui était censée, vous savez, produire cette immense blitzkrieg qui devait sérieusement endommager l'armée russe. Donc, une fois qu'il adhère, à la fin des négociations d'Istanbul, à la vision occidentale de ce qui va se passer, une fois qu'il change de direction, il est dans une situation très difficile, car il ne s'en rend pas compte, mais il rejoint le camp des perdants. Vous vous souvenez du général Milley? Encore une fois, c'est très important. Le général Milley a déclaré à l'automne 2022, après les succès ukrainiens à Kharkiv et Kherson, « C'est maintenant qu'il faut conclure un accord. » General Milley said, "Now's the time to cut a deal. This is the high watermark for Ukraine." C'est le point culminant pour l'Ukraine. Et bien sûr, Milley avait raison, mais personne ne voulait entendre ce qu'il avait à dire. Cela inclut Zelensky, car il pensait être du côté des vainqueurs. Il était en marche. L'Ukraine allait remporter une grande victoire et en finir avec les Russes, ou du moins les blesser mortellement à l'été 2023. C'était leur raisonnement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est simplement fait aspirer dans le tourbillon, et il n'y a plus d'échappatoire. Le résultat final, c'est qu'il sera vu par les historiens comme ayant joué un rôle clé dans la destruction de son propre pays. Eh bien, cela concernait aussi ce sujet, contribuant davantage à la fragmentation de l'Occident politique. Je pense donc que les conséquences seront profondes. Comme vous l'avez suggéré, je crois que les historiens du futur considéreront cela comme l'une de nos plus grandes erreurs en matière d'affaiblissement de la position de l'Occident. Et ce n'est pas seulement politique, Glenn, c'est aussi économique. L'Europe n'a pas seulement souffert sur le plan politique, elle a également souffert sur le plan économique à cause de cette guerre.
Eh bien, merci beaucoup. Nous avons un peu dépassé le temps prévu, je m'en excuse, et merci d'être venu et d'avoir partagé vos réflexions. Avec plaisir, comme toujours, Glenn.